monde. Alors je m'appelle Ashley, pour ceux qui me connaissent, donc je suis la créatrice du livre Little Nappy et du dessin animé. Et bienvenue dans mon premier vlog. Donc je vous explique, là on est à Gare du Nord et on a un rendez-vous très spécial, donc je vous en raconte beaucoup plus là tout de suite, je vous raconte un peu le concept. Alors je vous explique ce format de vlog, en fait c'est très simple, on va aller à la rencontre d'experts et de professionnels dans leur corps de métier. Donc l'idée c'est très simple, aller poser des questions qui tournent autour de l'estime de soi, la diversité, l'inclusion et tout ça axé et centré comme d'habitude sur les enfants. Donc là mon premier rendez-vous c'est très simple, c'est avec une psychologue, elle s'appelle Raki Kassi, elle a un cabinet dans l'Oise et on va lui poser des questions sur forcément la représentation dans les outils pour enfants, donc à savoir les livres ou les dessins animés, leur impact, leurs conséquences et surtout comment parler de racisme à des enfants. Venez avec moi. On va faire un tour. Donc Bila, elle s'est fait un bobo. Je pense que c'est un concept super cool, j'espère que ça vous plaira. Donc je suis pas toute seule, je suis avec le vidéaste Gédéon qui est là et Bi, donc Bi elle est la créatrice de l'atelier Bi, donc produits naturels. Je vous mettrai sa page en barre d'infos et son Instagram, follow-la, bref, vous avez compris. Mais on est parti, donc on a hâte, ça va être cool et voilà quoi. La première fois, ça s'ouvre pas. Ça me met d'autres vidéos. Ouais. Je me suis dit, mais non, c'est pas comme vous voyez. Dès que je l'ai vu, en fait, c'était tout de suite. Voilà. Oui, tout de suite. Et à aucun moment, il vous avoue qu'il n'a que 13 ans. Non. Ah, je savais pas qu'il avait 13 ans. 13 ans quand même. 13 ans, ça se voit. 13 ans, et surtout que les. Ouais, les mecs, j'ai l'impression qu'ils sont quand même plus jeunes, non? C'est des détournements de mineurs déjà de 1 et tout le monde dans la salle est en mode ah ok c'est mignon. Non, 13 ans. Tu vas en plus ça peut être mon petit frère, tu es malade. Ouais mais un mec je trouve ça prend du temps à grandir. En plus ça voit, ça se voit, elle a pas encore. Non, ça se voit, ça se voit. C'est cool. Même 20 ans ça se voit. Sur le départ, j'aime bien mon masque. On est sur le départ, donc là on a pour 25 minutes en TER et on arrive au cabinet donc de Madame Raki Kassi. À tout de suite. On est arrivé à la gare de Bouvieux, donc dans l'Oise, qui est donc je disais à 55 km à peu près de Paris et en TER c'est 25 minutes. Du coup on va se rendre au cabinet et on va interviewer Madame Raki Kassi. C'est parti. Mais tous ces chemins, ça va le faire. Bonjour à tous, bonjour Ashley, merci de me recevoir avec dans ta plaisir. chaîne. Alors moi je suis Raki Kassi, 35 ans et quelques, parce que j'ai arrêté de compter à partir de... Ça sert à rien, c'est dans la tête. Psychologue, docteur en psychologie sociale, maman de 2 enfants.
Je suis consultante et formatrice et psychologue en libéral. La psychologie, qu'est-ce que tu as fait en détail dans tout ce qui est inclusion, dans tout ce qui est diversité aussi? Comment je suis arrivée à la diversité et à l'inclusion? Parce que c'était pas tout de suite. Mais... Alors moi, j'ai fait des études de psychologie à l'Université Paris-Descartes. Ok. Donc, j'ai tout fait à l'Université Paris-Descartes, jusqu'au Master 2, jusqu'au doctorat. Je suis arrivée à la psychologie. Au départ, c'était pas une évidence. J'ai commencé par les mathématiques. D'accord. Ok. Et ensuite, je me suis orientée en psychologie parce que j'aimais énormément la philosophie. J'ai fait un Master 2 en psychologie sociale, en recherche, et j'ai continué en doctorat. D'accord. Donc du coup, par rapport à ce que je te disais, donc j'ai écrit un livre pour enfants et j'ai créé des dessins animés, donc accès, diversité, estime de soi, etc. Et j'ai eu pas mal de retours de parents, mais aussi de jeunes filles qui me disaient qu'ils étaient soit dans ma même situation actuelle, donc critiques sur leurs cheveux et leur couleur de peau, soit des parents qui me disaient j'ai vécu ça étant petite et là mon enfant le vit encore aujourd'hui. Et je me suis dit qu'il y a un vrai souci déjà encore à ce niveau-là. Je me suis posé des questions sur les conséquences en fait de ce manque de représentation. Et c'est pour ça que je voulais avoir un point de vue d'une psychologue. C'est une question très vaste, mais je vais essayer d'être concise. Mais la représentation, elle est hyper importante dans la construction de sa propre identité. Étant enfant, surtout. Étant enfant, oui. Mais quand on est enfant, on se construit avec ce qu'il y a dans notre environnement. D'accord. Donc il y a les parents, il y a la télé, il y a l'école, il y a les médias, les livres. Bien sûr, les livres. Si on est dans une famille où on lit, parce qu'il y a des familles où on ne lit pas, d'accord. Donc où ce sont les médias qui prennent un peu ce relais-là. Et j'ai envie de dire quand même, il y a toute une génération comme la mienne qui s'est construite avec des livres dont les enfants ne leur ressemblaient pas. Tu vois. Et moi, je vois quand même les conséquences d'une mauvaise représentation à l'âge adulte. Tu vois. Je pense notamment à un cas d'une jeune femme qui a la trentaine environ maintenant, qui a un super bon poste à l'étranger et qui est dans une grande entreprise internationale. Et qui me dit, au cours du suivi, je comprends qu'elle a totalement intégré les théories racistes. D'accord. Totalement. C'est-à-dire qu'elle dénigre son origine familiale, elle dénigre son physique, ses cheveux, sa couleur de peau, tout en fait. C'est-à-dire qu'elle me dit, pour moi, une famille normale, c'est une famille avec 2 enfants. Ma mère a eu 5 enfants. D'accord. Donc on n'est pas normal. Tu vois. Pour elle, tout ce qui était normal, c'est tout ce qui était en lien avec la culture blanche, même si je sais pas si la culture blanche, ça veut dire quelque chose, mais occidentale, française, telle que ses camarades à l'école, tu vois, qui avaient 2 enfants, la maman travaillait, ou ils faisaient des activités. Ce qu'elle a toujours vu, en fait. C'est ce qu'elle voyait, c'est ce qui était désirable pour elle. C'était le modèle avec lequel elle a grandi. C'était une norme, en fait. Oui, pour elle, c'était la norme. D'accord. Et elle a grandi avec ça, elle l'a totalement intégré. Enfin, je pense que c'est le cas, j'en parle souvent de ce cas-là, parce que c'est le cas qui m'a le plus... Interpellée, c'est interpellée. Normal. Parce que malgré ça, elle travaille, elle a une vie normale. Oui. Tout le travail, c'est justement, on commence à y arriver, c'est de revaloriser toute son origine sociale, ethnique, culturelle, religieuse, etc. Montrer que malgré le fait qu'elle vienne d'une culture différente, non blanche, elle est quand même au même niveau que certains. Exactement. Elle est arrivée au même niveau. Donc il faut qu'elle comprenne que tout l'héritage qu'elle a, c'est quelque chose de positif. Là, je vois les conséquences déjà. Ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences à long terme. Pas mal de choses. On s'en rend pas compte, mais en grandissant, on vit avec des stéréotypes et des préjugés, et toutes ces choses-là, et ça apparaît normal en fait. C'est ça. Et la représentation, ça compte énormément. C'est comme ça qu'on... Tu vois, c'est ce vers quoi on aspire. C'est ce vers quoi on aspire. C'est exactement la bonne formulation. C'est ça. Du coup, c'est pour moi une conséquence, en tout cas, de l'exemple de la patiente que tu as pu avoir. Pour moi, ça, c'est une conséquence à long terme, tu vois. Et donc, non seulement on ne se voit pas, mais aussi, il y a des enfants, des petites filles notamment, qui se font critiquer à l'école pour leurs cheveux, leur texture de cheveux et leur couleur de peau. Donc, ils ont droit aussi à des critiques. Donc, je pense que ça n'aide pas. Après, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais après, la représentation, elle a un effet négatif sur les enfants. Là, en l'occurrence, on parle d'enfants noirs avec des cheveux bouclés ou frisés ou crépus.
Mais la représentation, c'est également chez les enfants blancs. Tu vois, qui ne voient pas d'enfants noirs dans leur bouquin. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Tu vois, si l'enfant blanc ne voit pas d'enfant noir avec des cheveux bouclés, crépus dans ses livres, quand il va ou elle va voir un enfant noir dans sa classe, forcément, elle va s'en moquer. C'est pas normal. Ouais, c'est pas ce que j'ai vu, en fait. Voilà, parce que c'est pas normal. Ça sort de ce qu'il connaît. Donc la représentation, elle est utile pour tout le monde. Pour tout le monde, en effet. Oui. Mais je voudrais savoir quelle est la différence entre préjugés et stéréotypes. Comme stéréotypes. Voilà. Alors, c'est vrai que les gens utilisent toujours l'un pour l'autre. Stéréotypes, préjugés. C'est ce que je faisais aussi, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément la même chose. En fait. Non, c'est pas forcément la même chose. Les stéréotypes, ce sont des croyances. D'accord. Donc, ce sont des croyances. Je te donne la définition, j'ai tellement répété que je la connais par cœur. Donc, croyances partagées à propos d'un groupe donné, partagées par un groupe donné. D'accord. Ça veut dire que il y a un groupe, les noirs par exemple, ou les blancs ou autres. On leur associe des croyances qui sont soit positives, soit négatives, soit neutres, à propos de leur comportement, de leurs traits de personnalité, leurs mœurs, etc. Et ces croyances, elles sont partagées par un groupe donné. D'accord. Ça veut dire que, par exemple, là, en France, on a une certaine représentation des Américains, les Américains, une représentation des Français. Des Français, ouais. En soi, le stéréotype, c'est pas quelque chose de négatif, parce que c'est un raccourci. Ouais. Donc, c'est notre cerveau qui crée des cases, parce que pour aller plus vite, pour traiter plus rapidement les informations, on a besoin de catégoriser, d'aller vite, tu vois. Et donc, en soi, c'est pas quelque chose de négatif, puisque ça facilite le traitement de l'information. Sauf que parfois, quand on tombe dedans, ça peut porter préjudice à certains, d'accord. Donc, ce sont des croyances, d'accord. Les Noirs dansent bien, c'est une croyance. Ouais, c'est une croyance. Je suis pas sûre que je danse bien. Moi aussi. Mais ouais, je vois. Tu vois. C'est une croyance. Les préjugés, ce sont des attitudes. C'est un peu plus interne. D'accord. Donc, c'est une attitude interne qui est négative. Nous, en psychologie sociale, on dit que c'est négatif. D'accord. Mais c'est un jugement a priori sur une personne. Et là, on est dans le jugement. Là. On est dans le jugement, c'est autre a priori. Chose. Tu vois. Donc, quand j'ai la croyance les Arabes sont des voleurs, je vois un homme arabe passer à côté de moi. Préjugé, je serre mon sac. Exactement. Donc là, je suis dans l'attitude. L'attitude et le comportement par la suite. Ouais. Tu vois. Les préjugés découlent des stéréotypes, mais on peut connaître les stéréotypes sans forcément avoir de préjugés envers les personnes. Et ensuite, les préjugés mènent aux discriminations. Le racisme, c'est une hiérarchisation. C'est le fait de dire que les Noirs sont tout en dessous de l'échelle, les Blancs sont tout au-dessus, et ensuite on fait sont inférieurs. Et donc, on crée des croyances autour de ça, on les diffuse, on les maintient, etc. Et donc, ça influence nos comportements. Donc, quand on discrimine, on a un traitement inégal, tu vois, et injuste envers une personne en raison des croyances qu'on a. Et du coup, pour en revenir au cas de discrimination et racisme, comment on parle à un enfant de racisme ? À quel âge à partir de quel âge on peut se dire je vais lui parler du racisme, surtout par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, mais aussi si un jour il est victime de micro-agressions racistes en fait. Je pense qu'on peut commencer très tôt. Très tôt. Moi j'ai un fils de 4 ans et demi là. Et l'année dernière, il commençait à entendre des choses par rapport à sa couleur de peau. D'accord. Ça commence tôt. Ça commençait à 3 ans, tu vois, 3 ans et demi, école maternelle, après, ça première dépend. année, deuxième année. Excuse-moi, je te coupe, mais ça dépend si c'est juste, toi, tu as la couleur noire, tu sais, c'est juste des enfants qui remarquent leur couleur, mettons, ça va. Après, si c'est des micro-agressions, ça c'est autre chose. Et ça, c'est qu'ils ont été conditionnés. Bien sûr. Tu vois. Donc, juste remarquer la différence de couleur, il n'y a pas de problème. En soi. Moi, il me dit, il y a des copains qui ont dit qu'ils ne jouent pas avec moi parce que j'ai la couleur marron. Et eux, ils ont une couleur beige, tu vois. Donc, ça a commencé comme ça. D'accord. Les marrons et les beiges. Et donc, quelque part, on ne joue pas avec toi parce que tu es marron. Donc, t'es pas beau, t'es pas intelligent, etc. La couleur, elle est associée à quelque chose de négatif. Négatif. Donc après, tout le travail, ça va être de revaloriser, en fait, et de dire que ça, c'est pas vrai. De toute façon, c'est une croyance. Et moi, je veux savoir pourquoi ces enfants-là pensent que la couleur marron est forcément quelque chose de négatif. Parce qu'ils l'ont intégré par les parents. Je crois que c'est ça. Les enfants, entre eux, voient pas vraiment ni les couleurs, ni les différences sociales, ni... Tu vois, ils sont hyper simples, tu vois. Tu mets 3 enfants dans le même coin, ils vont se regarder et d'un coup, ils vont jouer ensemble. C'est ça. Tu vois, il n'y a pas tout ça. Ils sont assez innocents là-dessus. Mais c'est diffusé par les croyances des parents. Tu vois, imagine des parents qui regardent je sais pas, la télé ensemble. Avec l'enfant qui est à côté. On entend la réflexion. Les réflexions par rapport à tel acteur est noir, il est moche.
ou comment on réagit dans la rue face à telle ou telle population. Du coup, ils intègrent ça. Tu penses qu'ils font quoi, les enfants? Ils intègrent tout, hein. Ils intègrent tout, ils emmagasinent tout, et puis d'un coup, ça ressort. Si demain, je vais faire des enfants, ils seront noirs, ou en tout cas métis, ou je ne sais pas, mais je devrais leur parler de ça parce que c'est des enfants racisés. Et ils sont forcément confrontés à ça. Ouais, ils seront forcément, je pense, confrontés à une interrogation, en fait, d'autres enfants. Tu vois. Mais il faut qu'ils soient prêts à répondre dans le sens où ce que tu me dis là, c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Je suis pas moins intelligent, je suis pas moins compétent, je suis pas moins belle, moins beau que toi, tu vois. Mais les valoriser dans ce sens-là. Pas forcément leur faire peur en disant... Quand tu vas aller à l'école, les gens peuvent t'agresser, etc. Tu vas ne pas forcément leur faire peur là-dessus. Et si un jour il y a une microagression, là aussi, pouvoir reprendre avec eux, en parler aux enseignants, enseignantes, faire une sensibilisation. Etc. C'est ça, faire peut-être une sensibilisation à ce niveau-là. Et du coup, en amont, avant même les microagressions et le racisme, comment on peut valoriser un enfant par des mots ou par je sais pas, un environnement en fait, qui soit propice à l'acceptation de soi? Mais le rôle des parents est primordial. Enfin, parents, en tout cas, tout adulte qui est en contact avec un enfant, a un rôle primordial dans sa construction de son identité et de sa confiance en soi. Tu vois. Et ça se construit dès l'enfance. Tu vois, l'estime de soi, c'est la valeur que tu accordes à ta propre personne. Donc, je vaux quelque chose. Quand tu dis que je suis nulle, ils sont mieux que moi, etc. Tu te dévalorises et tu n'as pas confiance de la valeur. Tu n'as pas conscience de la valeur que tu as. Tu accordes aux autres une plus grande valeur qu'à toi-même. Et la confiance en soi, c'est la capacité, enfin la confiance que tu as en tes propres capacités à faire face à une situation. Faire quelque chose. Donc, j'ai confiance en moi pour bien parler, pour, pour réussir telle ou telle épreuve. Tu peux avoir confiance en toi dans un domaine et pas du tout, presque pas d'estime de soi ou une faible estime de soi. Tu vois. Mais l'estime de soi, elle se construit dans le regard de l'autre. En fait, c'est le regard du parent. Mais le premier acteur dans la vie d'un enfant, en fait. C'est son environnement immédiat. Si tu regardes ton enfant comme si c'était la 8e merveille du monde, forcément, il va grandir, il va se sentir comme étant une merveille, tu vois. Et si tu regardes ton enfant avec... si tu le regardes pas, en fait, avec ce regard-là, si tu le dévalorises, si tu l'humilies, si tu le critiques en permanence, si tu ne lui fais jamais de compliments, si tu ne le félicites jamais, forcément, comment est-ce que tu veux qu'il ait confiance en lui? Moi, tous les matins, quand j'emmène mon fils à l'école, je lui dis tu vas bien travailler aujourd'hui. La dernière fois, il me dit maman, aujourd'hui, j'ai très bien réussi l'exercice de la maîtresse et en plus, je suis très intelligent. Je lui dis ah bon, comment tu sais que tu es intelligent? Il m'a dit parce que tu m'as dit que ce matin, j'allais bien travailler. Oh là là, non mais... c'est ça, c'est juste les mots. Tu vois juste les mots, tu vois juste un petit peu, quand je l'emmène à l'école, allez, tu vas bien travailler aujourd'hui. Tu es capable, tu fais de ton mieux quand la maîtresse te donne un exercice, tu te concentres. Les mots. Tu vois, c'est avec les mots, avec les gestes, avec les mots. Parce qu'il y a le verbal, il y a le non-verbal aussi qui passe dans la communication avec l'enfant. Donc, valorisation des jeunes âges avec des mots ou des gestes. Après, il y a l'environnement aussi. Tout ce qui est livre, tout ce qui est outils pour enfants, bien sûr, ça c'est important. Et lui parler de racisme dès le jeune âge, en fait. Dès qu'il est en mesure de comprendre, en tout cas. Et du coup, je rebondis là-dessus, mais en tant que noir, déjà, tu vas dans la communauté noire, je pense que tu dois le savoir, mais consulter un psy, c'est synonyme d'être fou. Synonyme d'être fou. Donc, comment tu arrives à briser ces codes-là, en fait? C'est vrai que c'est pas un métier très répandu. En tout cas, en France, en ce moment, dans notre communauté, mais je tiens à dire quand même que la fonction du psychologue, d'écoute, d'explication, etc., c'est une fonction qui existe dans nos cultures, qui existait déjà au pays, par d'autres praticiens et autres, d'accord. Donc, c'est pas un métier très courant. Là, j'essaie de communiquer de plus en plus sur les réseaux sociaux. Pour un peu vulgariser vulgariser. Il faut, parce que franchement, c'est vrai que ça aide pas mal ça. Dédramatiser, leur dire, regardez là, il n'y a rien, tu vois, il n'y a pas de matériel. En effet, franchement, je suis à l'aise depuis le début, c'est vrai. Il y a un canapé si vous voulez vous allonger, tu vois, c'est une conversation. En plus, je vais pas te faire dire des choses que tu n'as pas envie de dire, je vais pas aborder des sujets que tu n'as pas envie d'aborder. C'est ton espace, en fait, d'accord. On le travaille comme tu le veux, à ton rythme, tu vois. Justement, je voulais te demander, quand on est... Moi, personnellement, je suis une femme noire. Est-ce que je dois forcément consulter un psy de ma couleur ou pas? Est-ce que ça change quelque chose? Tout dépend ce que tu veux travailler.
J'ai fait un article il n'y a pas longtemps qui s'appelle un psy noir pour les noirs. Point d'interrogation. Parce que souvent, quand on m'appelle, je vous appelle parce que je cherche un psychologue noir. Ces dernières années, je dirais 3-4 ans à peu près, on commence à parler de ça. D'accord. Avant ça, quand j'ai fait ma thèse, c'était un sujet assez confidentiel entre guillemets, j'entendais pas parler. Mais là, depuis pas longtemps, les gens en parlent un peu plus. Donc un petit peu. Voilà, un petit peu plus. Et je ne sais pas d'où est partie l'idée de je suis noire, je vais consulter un psy noir. Ouais. Bah, je pense que ça dépend des problématiques qu'on a. Il y a aussi les problématiques, mais aussi des expériences. Parce que j'ai des gens qui me disent bon, j'ai été voir un psy blanc ou blanche et j'avais une certaine retenue dans ce que je pouvais dire. Ok. Je me retiens dans ce que je peux dire, ou alors je dis des choses et le psy me dit des réflexions qui ne sont pas adaptées. Pas adaptées à ma situation. Quand tu es une jeune femme, même si tu as la trentaine, voire plus, et que tu habites chez tes parents et que tu es de culture musulmane, par exemple, y a des choses que tu peux dire à tes parents, des choses que tu peux pas dire à tes parents, y a des choses que tu peux faire et des choses que tu peux pas faire. Une psy blanche va dire, bah, t'as qu'à juste faire ci ou faire ça. Mais c'est pas si simple. Ou tu vois, si t'as des problématiques et elle te dit bah, t'as qu'à juste dénoncer tes parents ou juste tu vois. Après c'est très culturel. Supposer des choses, c'est très culturel. C'est très culturel. C'est très lié à la culture en fait, et donc les gens se sentent braqués tout de suite, parce qu'ils disent mais en se disant mais elle a rien compris. Parce que si elle a rien compris, elle saurait que c'est pas aussi simple et que il y a des codes quoi. Le respect des aînés, c'est très important, qu'on soit musulman ou pas en fait, tu vois, peu importe la religion, souvent on retrouve les mêmes valeurs en fait au sein des différents pays africains. C'est pas une garantie. C'est vrai. Vois. Pour moi, c'est pas une garantie. Consulter un psychologue noir quand on est noir, ok, si ça peut vous rassurer, parce que l'importance d'aller consulter, c'est d'aller mieux, c'est de pouvoir se libérer, pouvoir parler, pouvoir aller jusqu'au bout. Et donc, si la personne en face de toi te met suffisamment à l'aise pour aller jusqu'au bout, tant mieux. Tu vois. Mais c'est pas une garantie. Tu as des personnes noires qui sont absolument pas du tout sensibles à ça, qui te disent bah moi je veux pas que tu me qualifies de femme noire parce que je suis pas une femme noire, même si elles nous ressemblent, tu vois. Bah oui. Ok. Du coup, je voulais te poser une question, toujours en lien avec le manque de représentation dans les livres pour enfants. Est-ce que tu penses que c'est en corrélation avec le manque d'ambition chez un enfant qui deviendra ensuite un adulte? Oui, je pense que c'est en lien. Donc, moins il y a de personnes qui te ressemblent dans un domaine, moins tu auras tendance à aller vers ce domaine. Donc, c'est pour ça que c'est important dans les livres de mettre en valeur des enfants, médecins, astronautes ou autres, de diversifier les métiers, etc., pour leur donner envie, leur donner, tout simplement leur faire croire qu'ils peuvent tout faire. Et ne pas limiter leurs envies et leurs ambitions. D'accord. Et bah du coup, est-ce que selon toi, tu penses qu'on est basé sur la société, est basé sur un système de méritocratie ou plutôt reproduction sociale? Je pense que la méritocratie, c'est une valeur, une valeur que l'on prône. En tout cas, l'école est ouverte à tous, égalité des chances, égalité des droits, etc. Donc c'est ce qu'on prône, c'est notre, c'est la manière dont on fonctionne. Mais la réalité est tout autre. D'accord. La réalité, d'après les études en sociologie, etc., ce qu'on constate, c'est une reproduction sociale. Il y a très peu d'enfants d'ouvriers dans les écoles de commerce, très peu d'enfants d'ouvriers au niveau doctorat, il y en a 1% ou 0, tu vois. Donc il y a une certaine reproduction sociale. Et ensuite, il faut creuser pour savoir de pourquoi. Pourquoi les enfants d'ouvriers ne vont pas jusqu'au doctorat, ne vont pas dans les écoles de commerce. Il y a plein de questions, c'est multifactoriel, des questions économiques, tout simplement. Oui, ça coûte extrêmement cher. Il y a une question aussi d'accès à l'information. D'accord, franchement, c'est super intéressant. Mais là, j'ai envie de savoir, dans ton cabinet, quel type de patients tu reçois en général? Je reçois en majorité des femmes, je dirais 90%. Ok, les femmes, on n'est pas beaucoup parlé. Ça, c'est un stéréotype. C'est vrai. Les femmes aiment bien parler, les femmes parlent facilement. Les hommes, des armures, quoi. Tout le monde a ces stéréotypes-là, c'est-à-dire les femmes parlent facilement et les hommes se disent bon, les femmes parlent facilement, moi je parle pas facilement, donc j'y vais pas. Et on se réfrène, donc à 90% les femmes, beaucoup de femmes noires,
pense que vous êtes noir, donc je viens vers vous. Franchement, je pense. Mais pas que. J'ai des Asiatiques, j'ai des Maghrébines, j'ai des Blanches aussi. J'ai beaucoup de personnes métissées. Un peu partout, parce que je fais aussi de la téléconsultation, soit au téléphone, soit par Zoom, en visio. Ouais. Donc j'ai des femmes qui sont partout, en Suisse, au Canada. D'accord. Ensuite, les problématiques, j'ai un peu de tout. Ouais. Beaucoup liées au travail. Ouais. Donc j'ai des femmes qui sont liées, qui font face à du harcèlement au travail, du harcèlement discriminatoire au travail. Donc là, je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails parce que c'est un gros sujet. Ouais, mais c'est-à-dire le fait d'entendre des réflexions racistes au travail, tu vois, très fréquemment. Ouais. Ah, bah t'as changé de coupe. Ah, mais tes cheveux, machin. Ta couleur de peau, bon bah toi tu dois pas avoir chaud, tu dois pas avoir froid, enfin bref. Ça me fait rire parce que je me dis, il y a la cour de récréation, mais aussi après il y a aussi le travail, bah oui. Donc la cour de récréation, les enfants sont un peu méchants entre eux, bon, après on se teste, etc. Ouais. Mais au travail, on a des adultes qui n'ont peut-être pas l'habitude de la diversité et donc font des réflexions comme ça très stéréotypées, sauf que quand ça devient très répétitif, très fréquent, ça joue sur le moral, sur le mental. Donc il y a des gens qui sont en arrêt maladie, pas à cause de réflexions anodines, hein. Là je parle vraiment de harcèlement, tu vois, où ces réflexions quand elles sont répétées, quand tu dis bon ben là maintenant ça suffit, tu vois, et que les personnes n'écoutent pas, quand t'en parles à ton manager et qu'il dit que tu es trop susceptible et que peut-être que tu as d'autres problèmes psychologiques à côté. D'accord. Alors que le harcèlement discriminatoire est bien présent, non seulement présent, mais aussi défini dans la loi et que c'est condamnable en fait, dès la première remarque. D'accord, mais sauf que personne ne le sait. Voilà, donc voilà. Donc j'ai des gens qui sont qui sont épuisés par ça, en arrêt maladie, mentalement. Elles savent qu'il y a quelque chose qui va pas quand même quand je vais au travail, qu'on fait des réflexions sur ma couleur de peau, sur mes origines, sur mes mœurs, etc. Et que personne n'est repris, il n'y a pas de formation là-dessus et qu'on me traite comme une coupable. T'as même pas envie d'y aller, quoi. Ben non. Donc voilà, donc j'ai des gens comme ça. Que c'est en étant adulte qu'elle se pose ces questions-là, en fait. Et ça n'a pas été traité avant. Assez, non. Parce que, alors, tout ce qui est lié à l'identité, tout ce qui est lié à l'origine ethnique, en France, c'est assez tabou. On n'en parle pas. Je suis d'accord. On n'en parle pas. C'est un pays universaliste. On voit pas les couleurs. Donc tout le monde est pareil. Sauf que la réalité est différente. D'accord. Et donc c'est pas un sujet, c'est pas abordé ni à l'école ni ailleurs. Voilà. Du coup, sauf que les gens ont des comportements, sauf que les gens ont des comportements différenciés envers toi en fonction de ton origine ethnique. Et toi tu le ressens. Tu vois. Parfois c'est agressif, sans pouvoir l'expliquer, mettre des mots dessus, c'est clair. Voilà, mettre des mots dessus, c'est compliqué. Donc c'est à l'âge adulte que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et si tu as la chance de voir qu'il y a des psychologues qui travaillent sur ce sujet-là, qui sont sensibilisés à ça. Ben là, tu te dis, bon, je vais sauter le pas, je vais y aller. D'accord. Voilà. En fait, c'est quelque chose qu'on devrait voir dès qu'on est à l'école, en fait. Oui. Enfin, on devrait sensibiliser à tout ça pour normaliser, en fait. Parce que les gens, ce qu'ils cherchent, c'est juste être normaux. Normal. Se fondre dans la masse. Vivre leur vie tranquillement sans se poser de questions. Sauf que la société leur montre des choses différentes. Quand tu es noir en France, c'est pas pareil qu'être blanc. Quand tu vas, je sais pas, faire tes courses ou aller à la poste et qu'on te regarde différemment, qu'on te regarde pas, tu vois, qu'on a des attitudes agressives envers toi, tu te construis pas pareil que les autres. Et comment tu en parles à tes camarades blancs ou autres s'ils n'ont pas vécu la même chose? Soit il y aura un déni, ils vont minimiser. Mais t'en fais trop, t'es trop sensible, donc c'est toi le problème. T'es trop sensible. T'as un souci, tu vois. Donc, écoute, moi, t'as répondu à toutes mes questions. Merci, j'espère. J'ai appris vraiment beaucoup. J'espère que les personnes qui regardent aussi et les parents qui regardent aussi, ça les a aidés, en tout cas pour parler de racisme avec leurs enfants ou comprendre juste pourquoi la représentation est si importante et qu'est-ce qui manque quand on n'en a pas. Et je te dis un grand merci. Vraiment, je suis très contente. Merci. Et c'est tout pour moi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et laissez en commentaire des questions si vous en avez. Oui, si on veut te trouver, si on veut consulter, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut consulter ou si on veut me trouver, donc j'ai un site internet, rakikapsy.com. On mettra, d'accord. Donc j'ai le cabinet qui est à Chantilly, mais je fais des consultations à distance aussi. Donc voilà, tout est sur le site internet. D'accord. T'as une page sur les réseaux sociaux? J'ai une page, oui, sur les réseaux sociaux, Rakika Psychologue sur Instagram et sur Facebook aussi. Ok, voilà. super. Et si j'ai un mot de la fin à dire, c'est aux parents
et aux enfants, d'être fiers de leur couleur, de leurs cheveux, de leur culture aussi, beaucoup, parce que beaucoup disent bon bah je parle pas la langue, etc. Enfin, soyez fiers de qui vous êtes, et essayez de valoriser vos enfants et leurs compétences et donner leur toute la force possible pour évoluer sainement dans cette société. C'est ça. Voilà. Exactement. C'est pas de meilleurs mots de la fin. Encore une fois, merci. Et bon, on se dit au prochain épisode. À bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon bah voilà, j'ai terminé le rendez-vous avec la psychologue Raki Kassi et franchement c'était très 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 riche. Pour résumer, je vais vraiment faire synthétique, parler à vos enfants dès le plus jeune âge du racisme, valorisez-les à la maison avec vos mots, avec votre attitude, mais aussi avec tout ce qui environne un enfant, donc des livres et des jouets, ça on le répétera jamais assez. Et surtout répétez-leur qu'ils sont très bien comme ils sont, qu'il faut s'accepter comme ils sont et que voilà, ils sont uniques. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir suivi. Laissez les commentaires. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous et je vous dis au prochain épisode.